Bonjour, bonjour à tous dans les titres de ce 13h. Célébration hier de la paix autour du thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix », événement en présence du Premier ministre marqué par plusieurs distinctions des personnalités engagées dans la paix. On ira à l'intérieur, précisément à Korogo, pour parler de l'installation du comité de développement local minier, installation en présence du ministre de l'Industrie et des Mines. Les détails aussi dans ce 13h. La situation au Zimbabwe reste toujours confuse au lendemain d'un coup de force inédit de l'armée qui a placé le président Robert Mugabe, 93 ans, en résidence surveillée après 37 ans de règne. Tout d'abord, ces images du palais présidentiel où se tient en ce moment un conseil des ministres, conseil en présence du chef de l'État pour parler de la vie de la nation. Plusieurs décisions seront prises pour le bien-être des Ivoiriens. Ce soir, le compte-rendu complet de nos différents reporters. Et en entendant hier, la Côte d'Ivoire a célébré la paix. C'était la 21e édition au Palais de la Culture en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette année, le thème est « La participation de tous à la sécurité, gage de paix ». Fait marquant de cette célébration, des personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la paix, la cohésion sociale et la solidarité. Herman Guivet. 15 novembre 2017, Palais de la Culture, Journée nationale de la paix en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une couleur domine, le blanc, symbole de pureté, de paix et de fraternité. Tel un chaudron en ébullition, les 1500 personnes présentes dans la salle reprennent en chœur l'exécution de l'Abidjanaise, cet hymne qui célèbre la paix et la fraternité. Et parlons justement de fraternité. Assis à l'extrémité d'une file, le colonel des affaires maritimes et portuaires, Kakoubrou, connu sous le pseudonyme de Maréchal Kabé, rentré d'exil dans le cadre de l'amélioration du climat de cohésion sociale. Avec lui, plusieurs ex-personnalités politiques. Je voudrais traduire avec sincérité mes sentiments de joie et de reconnaissance au président de la République et à son gouvernement qui me font l'honneur de m'associer à cette importante cérémonie. Ce choix fini de témoigner de façon formelle de la volonté du gouvernement de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle je souscris entièrement à cette dynamique en vue de jouer ma partition dans ce processus de consolidation de la paix. Car il nous faut la paix à tout prix et avec tous les prix. Il offre ensuite une tige de rameau, symbole de paix à l'ouvrière de son retour, la ministre Koné Mariatou. Pour les sociologues, la paix prend toute son essence dans le cocon familial. Il faut donc veiller à la préservation du bien-être familial, d'où le choix porté sur une cible juvénile, une cible qui sait se faire entendre. La commémoration de la Journée nationale de la paix donne l'agréable occasion au Parlement des enfants de Côte d'Ivoire d'inviter toute la population à comprendre l'importance indispensable de la paix, surtout la paix et la cohésion sociale pour les enfants. Une journée nationale de la paix, invitation à la participation de tous à la sécurité en vue de maintenir la paix sociale. Participer à la paix sur le plan individuel, c'est d'abord avoir la paix intérieure nécessaire pour faire le pas vers l'autre, tendre la main à l'autre avec qui l'on était ou l'on est toujours en conflit. Participer à la sécurité, mesdames et messieurs, c'est intégrer la culture de la paix dans tous nos comportements et actes quotidiens, par des relations harmonieuses avec les autres, dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils représentent, dans le respect de leurs différences. Un message consolidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette célébration qui renouvelle notre engagement commun pour un monde de paix et de fraternité revêt un sens tout particulier pour notre pays. En effet, elle est intimement liée à l'action et à la vision politique d'un grand homme d'État, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation, dont nous saluons avec déférence la mémoire. Je suis confiant quant à l'avenir de notre pays, quand j'ai écouté tout à l'heure la présidente du Parlement, donc des enfants.
Je suis confiant dans l'avenir de notre pays, après avoir écouté les femmes représentées par la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je suis confiant en l'avenir de ce pays quand je vois tous ces jeunes enthousiastes qui ont applaudi tout à l'heure et qui montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre des gouvernants. Oui, je suis confiant dans l'avenir de notre pays. Et c'est le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait commandeur dans l'Ordre national du mérite et de la solidarité. Avec lui, plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou. Également distingué pour acte de bravoure, Fréjus Conan, ce jeune Ivoirien qui aura sorti in extremis et au péril de sa vie, une dame de son véhicule calciné par du bitume. Une célébration de la Journée nationale de la paix, bercée par des messages d'amour, de paix et de fraternité, car au pays d'Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas en 20 mots, mais un comportement. Toujours la paix, l'Institut africain de développement et de stratégie a célébré aussi la paix. Un déjeuner débat a été organisé sur la paix et la démocratie dans le monde. Les organisateurs ont fait un plaidoyer pour renforcer la démocratie et la paix en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Démocratie et paix dans le monde. Quelle cohabitation! C'est le thème au cœur du petit déjeuner débat organisé par l'Institut africain de développement et de stratégie. Il s'agissait pour les initiateurs de créer entre les citoyens une tradition de débat autour de la problématique de la paix par la démocratie ou de la démocratie par la paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le conférencier Niamien Yao, président de l'Institut africain de développement et de stratégie, a préconisé l'adaptation du concept de la démocratie aux réalités de chaque pays. Il faut que la démocratie en Côte d'Ivoire tienne compte de nos réalités, de notre culture, de notre géographie, de notre histoire, et que ce faisant, il y a un cadre de référence au niveau mondial qui est l'agenda 2030, qui est l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui est le plan d'action d'Addis Abeba. Dans la recherche d'un équilibre viable entre la nécessité de paix par le développement et de la démocratie par la paix, le professeur Alphonse Vosaï souhaite un élargissement du débat. On ne peut pas dissocier la question de la démocratie de celle d'autres sujets. Il est bon, lorsqu'on parle de paix et de démocratie, de songer en même temps à intégrer la réflexion à la réflexion de toutes ces questions-là. Le professeur Maurice Kakigikaoui a rendu un hommage au père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, pour les valeurs de paix qu'il a prônées. Aussi a-t-il salué l'instauration de cette journée en 1996 par le président Henri Konan Bédié, chose qui témoigne de l'attachement de la Côte d'Ivoire à la paix. La paix se situe dans la lignée des grands hommes du monde entier qui sont considérés à juste titre comme des artisans de paix. Les échanges au cours de ce rendez-vous dédié à la paix étaient ouverts à la société civile, au secteur privé et au monde diplomatique. Dans l'actualité également, demain, l'ouverture du Sahara 2017. Le Sahara, c'est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Sur une dizaine de jours, cette plateforme d'opportunités d'investissement sera un moment d'échange et de partage d'expériences. Notre reporter Noé Nyagno revient sur les origines de la performance agricole de la Côte d'Ivoire en 5 minutes 58 secondes. Regardez. L'agriculture ivoirienne, plus d'un demi-siècle après les indépendances, continue de marquer de son empreinte l'économie. Et le slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture » est désormais une réalité. Le secteur agricole pèse 25 à 35% du produit intérieur brut. Sur le tableau des performances, la Côte d'Ivoire est en pole position du fait de l'agriculture. Premier producteur mondial de cacao, aujourd'hui, la production a atteint la barre de 2 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire est 7e producteur de caoutchouc naturel, 3e en Afrique, premier exportateur africain de mangue, 3e au plan mondial, premier producteur mondial de cola et puis, plus récemment, premier producteur et exportateur de noix de cajou. Pour ne citer que ces spéculations-là.
Avant l'ouverture de la 4e édition du SARA, Salon désormais international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, nous avons voulu comprendre les ressorts de ces performances et de cette présence constante dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Au commencement de cette performance, un défi de feu Félix Houphouët-Boigny à son homologue du Ghana, Kwame Nkrumah, dixit Lambert Amontano, que nous avons rencontré pour les besoins de la cause. Houphouët a eu une rencontre à Al-Fashini, qu'on a banni, qui parle toutes les langues, a servi d'interprète. Et à la fin, Houphouët a dit à Nkrumah, je vais te battre dans la production de cacao. C'est un défi qu'il a lancé. Houphouët ne lance pas un défi comme ça. Houphouët-Boigny n'a pas fait que parier. Il s'est donné les moyens objectifs de tenir son pari. Sur la période 60-70, 22% du budget national et 30% de l'aide au développement sont affectés au secteur agricole. Pour une meilleure orchestration de l'utilisation de tous ces moyens, une architecture institutionnelle est conçue, les SODE, ou Sociétés d'État de développement. Elles sont toutes adossées au ministère de l'Agriculture. À ces sociétés de développement sectoriel, il a été associé des structures d'encadrement et de financement. Aucun compartiment des secteurs de l'agriculture, de la production animale, des eaux et forêts n'a été ignoré. Résultat, le secteur agricole connaît une croissance significative de 60 en 1980. D'une valeur de 107 milliards en 1970, le secteur génère 170 milliards en 1980. Le défi du cacao est relevé en 1978 avec 360 000 tonnes contre 85 000 tonnes en 1960, 175 000 tonnes en 1970. Idem pour le café, 135 000 tonnes de café en 1965, la production passe à 350 000 tonnes en 1980. Fait notable de cette décennie de progrès, la réalisation de l'autosuffisance en riz. On vendait du riz aux pays voisins. Et puis il y a eu un peu de mauvaise gestion. On a supprimé la soute de riz. C'est regrettable. Et depuis, nous sommes gros importateurs de riz. De plus, la production vivrière pour une population qui s'urbanise est au rendez-vous. À l'origine de ces performances, une recherche agronomique à nul autre pareil. Ils font un travail extraordinaire, je dirais nulle part au monde. Ils ont développé la culture du cacao et du café. À la clé, le slogan « La Côte d'Ivoire, terre de semences ». Voilà les origines de la puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Une juste récompense des efforts fournis, le tout adossé à un réalisme. Seulement voilà, les avantages comparatifs sont dynamiques. Les SODE n'ont pas répondu entièrement à l'attente escomptée. Elles n'ont pas su être rentables dans la triple dimension économique, financière et sociale. Nous étions en 1983 et comme un malheur n'arrive jamais seul, les deux mamelles, le café et le cacao se portent mal. Les cours sont au plus bas. Les institutions de Bretton Woods vont se charger de faire maigrir l'éléphant. 1980-1990, voici les passes, programme d'ajustement structurel avec une donnée essentielle, l'État se retire de la gestion de la production, de l'encadrement et de la commercialisation. Sur la période, les performances se tiennent à un niveau appréciable. Le cacao franchit la barre du million de tonnes. Le palmier à huile se signale, le caoutchouc naturel, le coton et l'ananas ne sont pas en reste. Quand arrive Alassane Ouattara en 2011, le constat, l'agriculture est essoufflée. Deux réformes stratégiques vont lui donner les moyens de son redécollage. En quelques années seulement, l'agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux choix stratégiques que nous avons faits. Il s'agit notamment des réformes des filières café-cacao, coton et anacarde. Aujourd'hui, ces filières ont une meilleure gouvernance et les revenus des producteurs ont été améliorés de 40%. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA. Le secteur est en train de reverdir, c'est vrai, mais il a besoin de se moderniser. Voilà tout l'enjeu de ce salon pour que l'agriculture ivoirienne, voire africaine, cesse d'être dépendante de la pluie et du beau temps.
Changement climatique oblige. Voilà, demain donc l'ouverture du Sahara. On part pour Korogo où le ministre de l'Industrie et des Mines a installé le comité de développement local minier. Le rôle de ce comité est d'élaborer une politique de développement local auprès des populations impactées par les activités de mines. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Voici le comité de développement local minier de la mine de Chilo-Maganèse, de Korogo et de Diko-Dougou. Ce comité, dirigé par le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, est installé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Il aura pour mission de mettre en place une véritable politique de développement local au profit des populations impactées par les activités d'extraction de manganèse à Diko-Dougou et à Korogo. Ces différents projets seront financés à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires de Chilo-Maganèse. Partie aux populations elles-mêmes. Et c'est les populations qui vont élaborer des projets pour dire pour nous la priorité c'est telle structure qu'on veut faire. Et c'est en ce moment qu'ils vont faire un budget. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Des dispensaires, des maternités, des écoles et tout cela. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a invité l'entreprise exploitante au respect des engagements, tout en demandant aux populations de tout mettre en œuvre pour la réalisation des différents projets. Jean-Claude Brou a par ailleurs annoncé des projets pour la région du Poro. Vous savez, c'est une mine qui va produire 200 000 tonnes chaque année, c'est pas rien. Et puis, il y a un programme d'investissement pour l'enrichissement du minerai. Et il y a beaucoup de réserves minières. Nous avons 10 permis de recherche qui sont actuellement en cours. Il y a l'activité dans les mines semi-industrielles. On encourage et nous souhaitons que beaucoup d'Ivoiriens puissent se lancer dans cette activité des mines semi-industrielles dans l'or. Et ça permet de lutter contre l'orpaillage clandestin. Le directeur général de Chilo-Maganèse a rassuré les autorités ivoiriennes du respect des engagements et de sa volonté d'accompagner la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional du Poro et les différentes autorités locales ont promis d'accompagner ce projet afin que la population puisse véritablement bénéficier des fruits de l'activité d'extraction du manganèse à Korogo et à Diko-Dougou. L'actualité en ce moment au niveau de l'environnement est concentrée sur la COP23 à Bonn en Allemagne. Les ministres africains du développement ont échangé sur la précédente rencontre qui était la COP de Paris. Aujourd'hui, le souhait de ces ministres est que les financements leur soient octroyés afin de lutter contre le changement climatique. Grace Kando est notre reporter en Allemagne. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international REDD+, depuis 2011 afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et de restaurer son couvert forestier fortement dégradé. La Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de ses forêts naturelles. De 16 millions d'hectares dans les années 60, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moins de 3 millions d'hectares de forêts. Le gouvernement ivoirien veut atteindre un taux de couverture forestière d'au moins 20% du territoire national d'ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, une stratégie nationale a été élaborée par les parties prenantes. Elle a été présentée au cours des travaux de la COP 23. Le mécanisme REDD+ apparaît donc comme cet outil-là, cet instrument qui sera donc au service de tous les ministères concernés par l'exploitation de la forêt. La politique qui va être développée va permettre de catégoriser en 3 parties donc, ces forêts. Ce qui nous permettra de faire progressivement pour une partie sortir les populations de ces forêts en les relocalisant sur une partie de ces forêts où elles pourront pratiquer une agriculture associée à la foresterie, donc une agriculture intensive et non extensive. Des stratégies qui ont pour objectif de mettre en place une chaîne de valeur durable pour l'énergie des cuissons. Gestion durable des forêts, conservation des aires protégées et des forêts sacrées, restauration des forêts et des terres dégradées sont entre autres options envisagées par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable pour lutter efficacement contre la déforestation. Et lors d'un panel organisé ce jeudi à Bonn, la ministre Anne-Désirée Ouloto a insisté sur la volonté du gouvernement ivoirien de tenir ses engagements en matière de forêt. Ce soir, le compte-rendu complet de notre envoyé spécial en Allemagne, Grace Kando.
En économie, la Direction générale de l'économie veut outiller ses agents aux techniques d'enquête de conjoncture. L'enquête de conjoncture est un dispositif qui aide à faire une bonne analyse économique dans plusieurs secteurs d'activité. Le point de l'atelier organisé à Bassam avec Francis Boifo. Le terme de conjoncture fait référence aux évolutions économiques de court terme d'un ensemble économique, en général un pays. Elle s'apprécie à l'aide d'indicateurs économiques tels que le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation, l'évolution du taux de chômage, la balance commerciale. Faire une enquête de conjoncture, c'est recueillir des informations qualitatives qui permettraient une meilleure appréciation de la situation économique du moment et une meilleure prévision des évolutions à court terme. Ça peut être la construction, ça peut être le commerce, également les services. Il peut y avoir une idée en dépit des indicateurs quantitatifs qui vont arriver plus tard, que déjà anticiper ce que les entrepreneurs vont dire pour pouvoir prendre les dispositions qu'il faut. L'enquête de conjoncture permet donc de faire une bonne analyse économique. Lorsque chaque année, nous prévoyons un taux de croissance économique, c'est sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Et ces indicateurs, pour les avoir, il faut des enquêtes, pour les affiner, pour les rendre plus consistants. Et ça permet de faire donc une bonne prévision. Et chaque mois, nous faisons une note de conjoncture. Ces enquêtes vont venir renforcer ces collègues d'informations et me permettre de mieux apprécier l'évolution, la marche de l'économie au mois par mois. Cet atelier a été initié pour mieux outiller les agents de la Direction générale de l'économie sur les nouvelles techniques d'enquête de conjoncture. Les responsables veulent des informations fiables pour asseoir de bonnes politiques économiques. On va maintenant s'intéresser au plan de migration pour le retour des migrants qui se dessine aussi à Grand Bassam. Plus d'1 240 000 Ivoiriens vivent hors de la Côte d'Ivoire et parmi eux, plusieurs milliers en situation irrégulière. Des réflexions sont en cours pour améliorer l'assistance et la réintégration des candidats qui veulent retourner au pays, nous dit Franck Quadio. 200 à 250 millions de personnes vivent aujourd'hui hors de leur pays d'origine dans le monde. Le phénomène de la migration à l'échelle mondiale qui concerne aussi la Côte d'Ivoire. Il y a autour d'1 240 000 Ivoiriens à l'extérieur, c'est environ 5,4% de la population. Et puis dans ces populations, il ne faut pas oublier que tous les migrants ne sont pas irréguliers. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 12 000 personnes se déclarant ivoiriens sont arrivées en Italie en 2016. En 2017, ils sont quelques 800 migrants arrivés dans ce même pays. Il y a cependant des volontaires au retour d'Europe et d'Afrique du Nord. La question est aujourd'hui de trouver le plan d'assistance consensuel pour favoriser leur insertion. On réfléchit sur un plan de retour. Si les Ivoiriens reviennent, quels sont les services qui vont être concernés, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qui doit être fait à chaque étape. Il s'agit de trouver un plan, de voir quelle est la responsabilité de chaque département ministériel. Et pour accompagner le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Il y a eu des discussions qui ont permis de mettre en place cette initiative Fonds fiduciaire Union européenne et OIM, justement pour apporter des solutions endogènes à chacun des pays ciblés. Chaque pays travaille avec l'OIM pour adresser ces questions de migration. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, je crois que le projet concerne 14 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui n'en faisait pas partie il y a quelques temps. Quelques résultats des réflexions qui guideront l'action de l'État. Un état des lieux et l'actualisation des données, l'intégration des forces et faiblesses du dispositif existant et l'accélération du processus de validation afin de mettre en place les organes de prise en charge du processus identifié. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre était récemment à Béomi pour sensibiliser les communautés au dépôt volontaire des armes et munitions. On fait le point avec Abou Sanogo.
La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC, en campagne de sensibilisation à Béoumi pour le dépôt volontaire des armes, suivi de collecte d'armes et de munitions et d'identification des projets de réponse au profit des déposants d'armes en Côte d'Ivoire. 145 armes ont été collectées et détruites dans cette localité. La Comnat ALPC encourage et soutient la société civile à qui elle a confié le volet sensibilisation au dépôt volontaire des armes légères et de petit calibre auprès des communautés. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité que des ONG ont été sélectionnées pour sensibiliser la communauté au dépôt volontaire des armes et munitions et identifier leurs projets comme mesure d'accompagnement. Ce n'est pas pour des détenus là, mais c'est encore plus grave d'avoir un explosif. Parce que lui, même quand on ne veut pas qu'il tue, lui il décide de tuer. Simplement parce qu'il fait chaud, il peut exploser seul. Parce qu'il est tombé, il peut exploser seul. Parce que les enfants s'amusent avec, il peut exploser seul. Je ne sais pas à quoi bon de garder un tel dossier chez vous. La détention illégale d'armes est un danger, un facteur déstabilisant et une menace pour la paix et la sécurité de nos peuples. La Comnat ALPC a pour mission d'assister le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation illicite et l'usage abusif des armes légères et de petit calibre. À ce jour, ce sont plus de 13 645 armes et 2633 grenades qu'elle a collectées. Et 70% de la population ivoirienne a été touchée par les campagnes de sensibilisation. Au niveau de la police nationale, 20 agents s'imprègnent des nouvelles règles. Le séminaire est organisé par la Direction générale du Fonds de prévoyance de la police nationale, nous dit Astou Touré. Ils sont au nombre de 20 participants à prendre part à ce séminaire de formation organisé par la Direction générale du Fonds de prévoyance de la police nationale. Cette formation vise à renforcer les connaissances des participants sur les dispositions réglementaires relatives à la mutualité sociale dans l'espace UEMOA. Il y a le dispositif réglementaire de l'UEMOA qui doit être expliqué au cours de cette formation. Que dit le dispositif réglementaire de l'UEMOA, notamment la réglementation 007 et les tests subséquents, c'est-à-dire la réglementation 02, 03, qui parle l'un pour ce qui concerne les règles prudentielles de gestion, et puis l'autre pour ce qui concerne toute la démarche au niveau de la gestion des mutuelles. Vous savez que le fonds, cette année, a été apprécié par l'AIRMS au regard donc, de ces indicateurs de performance. Donc le fonds doit aller en avant. Deux formateurs venus de l'Université de Versailles en France assureront cette formation sur 5 jours. La formation, c'est de mettre en évidence le rôle important du conseil d'administration dans les modalités de décision du fonctionnement de la mutuelle en termes de responsabilité. Et la formation consiste à expliquer aux administrateurs quels sont leurs engagements, quelles sont leurs compétences, et que finalement la mutuelle, l'affiliation mutualiste, c'est d'associer compétences individuelles et compétences collectives. Donc la formation, elle cerne le contrôle de gestion, le contrôle interne, les chiffres clés. 15 membres du conseil d'administration, 3 de la commission de surveillance et de contrôle et 2 du comité de direction y prennent part. En santé, on va parler du diabète avec l'ONG La Voix de l'Espoir qui est allée à Jacquesville pour mener des actions de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. Emma Niamia. On parle de diabète toujours, je comprends, mais je ne sais pas c'est quelle maladie. On dit, si tu as diabète aussi, tu ne dois pas manger quelque chose qui est sucré. C'est ça seulement je connais. Comme cette femme, nombreuses sont les personnes qui ne savent rien du diabète. Pourtant, cette maladie fait aujourd'hui beaucoup de victimes. Elle touche toutes les franges de la population. Du plus jeune au vieillard de 70 ans, personne n'est épargné. Le diabète, c'est un état d'hyperglycémie chronique. Quand on parle ici d'état d'hyperglycémie, c'est-à-dire une élévation prolongée du taux de sucre dans le sang. Et cette hyperglycémie chronique peut être liée à des facteurs environnementaux, également des facteurs familiaux ou génétiques. Voilà, quand on parle de facteurs environnementaux, il faut parler des facteurs liés à la consommation excessive de sucre, également les facteurs familiaux, c'est-à-dire les facteurs génétiques. Ce 14 novembre, décrété par les Nations Unies, Journée mondiale du diabète, l'ONG La Voix de l'Espoir a initié des actions de dépistage à Jacquesville. En initiant cette opération de dépistage gratuit,
L'ONG veut sensibiliser les populations afin qu'elles se fassent dépister pour connaître leur statut. Je voudrais simplement inviter toute la population ivoirienne que le diabète existe et qu'il faut se faire dépister afin de savoir son statut. C'est le seul moyen d'être à l'abri du diabète. Appelé tueur silencieux, les symptômes du diabète sont les suivants. D'abord, il y a un amaigrissement qui est important. Également, il y a une polyurie. Une polyurie, c'est quelqu'un qui urine beaucoup. Associé également à une polydipsie. Il boit beaucoup d'eau. Également, il y a une polyphagie. Il mange beaucoup. Ces 4 signes sont les signes cardinaux du diabète. Dès le constat de ces symptômes, les médecins préconisent de voir un spécialiste afin de bénéficier d'une prise en charge pour éviter l'amputation d'un membre et autres complications liées aux maladies opportunistes qui peuvent provoquer le décès du malade. Le rideau est tombé sur le festival du jeu vidéo d'Abidjan. Durant 2 jours, les amateurs et professionnels des jeux ont passé de bons moments. C'était la première édition d'ailleurs. Après la phase éliminatoire, les lauréats sont connus. Davis Oyo et Emma Niamie. Des salles du Palais de la Culture transformées en salles de jeux vidéo géantes. Des jeunes manettes en main, concentrés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre des records. Bienvenue à la première édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEJA. Ce festival, initié par Paradise Games, vise à créer une saine émulation autour des jeux vidéo en Afrique. 3 catégories ont été retenues pour cette compétition: FIFA, Street Fighter et Naruto. Les premiers de chaque discipline ont reçu un trophée. Morel Alou, vainqueur de la catégorie FIFA, en plus du trophée, est reparti avec une somme de 3 millions de francs CFA. Quant à Gilles-Christ Boca, lauréat de la catégorie Street Fighter, a lui reçu 1 500 000 francs CFA. Enoch Fan, le meilleur de la catégorie Naruto, lui a reçu la somme de 500 000 francs CFA. Heureux sont les vainqueurs, mais plus heureux encore sont les organisateurs. Pour nous, l'enjeu était vraiment de drainer du monde pour montrer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger que le jeu vidéo en Afrique, c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux derrière le jeu vidéo. Il y a la possibilité d'avoir de l'emploi et de faire de grandes choses. Au total, ce sont plus de 8 millions de francs CFA qui ont été remis aux différents lauréats. Les festivaliers venus de plusieurs pays africains ont pu découvrir les métiers des jeux vidéo grâce aux professionnels du secteur comme Emmanuel Yao, cadre de Ubisoft, et aux participants locaux et internationaux. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, le FEJA, se veut un rendez-vous annuel entre amateurs et professionnels des jeux vidéo en Afrique. Au Zimbabwe, l'incertitude est encore très grande ce jeudi 16 novembre au matin. 24 heures après le coup de force de l'armée, l'avenir du pays se dessine toujours en pointillé. Pour l'instant, en tout cas, rien ne semble filtrer des probables négociations qui ont lieu à l'abri des regards indiscrets. La communauté internationale est donc inquiète. L'Union africaine exhorte les militaires à se soumettre à la légalité constitutionnelle. De son côté, l'Union européenne appelle au dialogue en vue d'une résolution pacifique de la crise. Et voilà, c'est la fin de ce 13 heures supervisé par Alvorassa. Merci de votre fidélité.